Mhm. Alors, je m'appelle Jeanne Mespoulet, je suis étudiante en master communication sociale média à l'INSEC et depuis 3 ans, je réalise mes stages dans le secteur oenologique et ce secteur m'inspire particulièrement et ça a donné mon envie de réaliser mon mémoire sur le thème de la communication du vin bordelais et le digital. Donc, je vous ai contacté car vous êtes une professionnelle de ce secteur et cela me permettra de recueillir vos idées, vos perceptions et même vos suggestions. Donc cet entretien restera totalement anonyme. Les informations données ne seront pas divulguées au public. Surtout, sentez-vous libre de me dire ce que vous pensez, que ça soit négatif ou positif. Cet entretien va à peu près durer 25 minutes et sera enregistré afin de pouvoir retranscrire des idées forces de notre échange. Donc pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Margot Béranger et ça fait maintenant presque 4 ans que je m'occupe de la communication du Château Palmer, 3e grand cru sur l'appellation Margot. Donc, toute la communication digitale et le community management. D'accord. Et donc, alors là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, quelle est l'image du vin bordelais ? Je pense que l'image du vin bordelais, contrairement à beaucoup d'autres propriétés à l'international, a une image assez classique et même presque un petit peu vieillotte qui le pénalise beaucoup par rapport à d'autres grandes propriétés. Alors, est-ce que vous pensez dans la même et justement, alors pardon, excusez-moi, pour l'image du vin bordelais pour les étrangers, est-ce que ils ont la même image que les Français ? Je pense qu'on a une image assez différente. Je pense que le citoyen français lambda a une image très très élitiste des grands crus, parce qu'effectivement ce sont des vins produits en France, mais ce ne sont pas des vins forcément accessibles à n'importe qui. Je pense qu'il y a énormément de citoyens français qui n'y ont pas accès et qui n'ont jamais goûté un grand cru. Donc une image assez élitiste et peut-être un petit peu négative, surtout avec tous les sujets un peu à polémique qu'il y a autour des vins, autour des prix, surtout sur le marché des grands vins. Oui. Alors qu'à l'international, il y a plus d'admiration, je pense. Les gens qui vont consommer des grands crus à l'international sont les gens qui ont les moyens. Et c'est plus une admiration positive, contrairement aux consommateurs français, je pense. D'accord. Alors, et donc, justement, pour revenir un peu, rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que la communication des vins bordelais est-elle ludique pour les consommateurs ? Est-elle lisible ? Ludique, pardon. Dans le sens, est-ce qu'ils réalisent des événements, font des activités, par le tourisme ? Je pense que il y a un vrai effort qui est fait de ce côté-là, mais depuis très peu de temps. C'est-à-dire que pour l'instant, les vins bordelais nagent toujours dans cette espèce de dimension un petit peu classique et vieillotte, mais ça fait peut-être 5 ans, on va dire, qu'il y a une vraie démarche qui est entreprise de la part des grands crus au niveau de la communication. Oui. Et qui justement rencontrent... ils se sont pas mal remis en question parce que certains rencontrent quand même des petits problèmes au niveau de la cible, des consommateurs. Si on reste sur les mêmes consommateurs, il faut pas se voiler la face, ce sont des consommateurs vieillissants. Et il y a eu un vrai virage de prix pour justement renouveler la cible, intéresser de nouveaux consommateurs plus jeunes, avec peut-être un pouvoir d'achat légèrement diminué. Et en ce sens, la communication est devenue un petit peu plus ludique et assez culturelle en fait de la part des grands crus. Ah oui, d'accord. Donc vous avez à peu près répondu à ma 3e question. J'allais vous demander, est-ce que les propriétés bordelaises sont-elles dans des démarches d'interaction avec les consommateurs ? Vous m'avez dit qu'il y a eu un virage. Ce virage, ça a été, vous pensez, il y a à peu près 10 ans ? Oui, alors 10 ans peut-être, j'aurais dit un tout petit peu moins, mais effectivement, c'est dans cette logique de renouvellement des consommateurs. Ils ont très vite remarqué que
l'époque, si les marques prennent pas la parole et font pas l'effort de communiquer auprès d'une nouvelle cible pour justement toucher d'autres prospects et ramener plus de clientèle, il allait y avoir un problème. Et comment rajeunir une cible, ou rajeunir c'est un bien grand mot, parce qu'on va dire que maintenant la cible du consommateur c'est peut-être 30-45 ans, la nouvelle cible des grands crus. Comment du coup toucher ces nouveaux consommateurs, et ils se sont vite rendus compte que prendre la parole était très important, et prendre la parole sur le digital est d'autant plus important que le digital est devenu un canal de communication très proéminent. D'accord. Alors justement, dans ce que vous venez de parler, donc là vous avez commencé à parler du digital, et actuellement il y a la loi E20 est vraiment un frein pour tout ce qui est viticole, tout dans le secteur œnologique, et particulièrement pour les vins bordelais. Donc je voulais vous, de manière générale, comment font-ils pour communiquer, pour justement toucher les consommateurs à travers quels médias? C'est vrai que la loi E20 reste quand même un problème dans cette communication, que ce soit pour les grands crus bordelais ou tous les autres alcools en France d'ailleurs. Alors après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nuances dans la loi E20 qui sont pas forcément connues de tous. On va dire que les plus grandes limites, ce serait ne pas voir des gens qui s'amusent ou qui passent une bonne soirée avec des verres d'alcool remplis, qui sont en train de trinquer, ou alors une bouteille d'alcool ouverte avec des verres de vin à côté. Ça, on va dire que ce sont des grandes bases qu'on connaît tous. Maintenant, il y a beaucoup de nuances de la loi E20 qui sont pas forcément prises en compte, très honnêtement. Après, c'est pas forcément... à partir du moment où on fait des choses assez raisonnables et responsables, et où on évite les limites de la loi E20 qui sont assez évidentes, on se pose pas forcément de questions, et la loi E20 est pas forcément bloquante. D'accord. Et est-ce que vous avez vous pouvez me citer des campagnes qui vont peut-être vous marquer, pas forcément, alors plutôt hors digital, si vous en connaissez, si vous en avez tout tête. Ou qui m'ont marqué dans le sens où ils respectaient pas la loi E20, c'est ça? Non, qui ont marqué dans le sens positif, oui, qui respectaient la loi E20 justement. Alors comme ça sur le vin, j'en ai pas forcément en tête. En général, les campagnes du CIVB sont assez chouettes. Oui. Maintenant, je pense que il y a des univers d'alcool qui sont beaucoup plus créatifs que le vin, justement. Oui. Et en termes de campagne publicitaire, par exemple, juste d'affichage, je pense que, par exemple, le secteur des bières ou même toutes les affiches de Pernod Ricard sont beaucoup plus impactantes et beaucoup plus créatives que ce qu'on peut se permettre de faire dans l'univers du vin, à mon sens. C'est sûr. Donc là, justement, je voulais rebondir sur la campagne que vous avez parlé là du CVB. Ça me fait penser à ça. C'était il détournait, celle de 2014 par exemple, détournait justement le vin et le mettait en forme de papillon ou pour garder les étoiles, etc. Et je voulais savoir, est-ce que le milieu viticole bordelais, donc là on a vu avec le CVB, est accessible pour les consommateurs? Vous pouvez répéter la question, la fin? Est-ce que les campagnes de communication des vins bordelais est facilement accessible par les consommateurs? Oui, je pense, et c'est vrai que celles du CIVB sont quand même un assez bon exemple. On est sur des campagnes d'affichage assez simples. Mais ce qui est assez paradoxal dans cette question, c'est que la campagne 2014 du CIVB, justement, je crois que de mémoire, l'accroche, ça devait être encore des choses à découvrir. Oui, ou quelque chose comme ça. Il y a tant à découvrir. Voilà. Je
pense que cette campagne touche les consommateurs et leur montre que justement il y a énormément de choses à faire autour des grands vins et que finalement ils connaissent pas forcément aussi bien le vin que ça. Et après, c'est vrai que le vin fait partie de la culture française, mais beaucoup ne savent pas forcément déguster, ne savent pas forcément apprécier le vin, quels sont les cépages, etc. Et oui, cette campagne était accessible parce que justement, c'était une campagne, comment on pourrait dire, d'accompagnement en fait, une campagne éducative un petit peu. D'accord. Donc justement, en fait, j'allais en venir à ça en vous demandant si le consommateur français a-t-il des connaissances sur le monde œnologique? Alors, pas tant que ça, c'est ce qui est assez paradoxal parce que la France est quand même l'un des plus grands vignobles du monde. Ouais. Il y a notamment ce problème avec les nouveaux consommateurs, tout ce qu'on appelle les millénials, etc. Oui. Entre 30 et 20 ans, on va dire. Il y a très peu de culture autour du vin. Beaucoup ne savent pas forcément l'apprécier, beaucoup ne savent pas forcément le déguster. Les cépages sont des choses assez peu connues finalement, à part le Cabernet et le Merlot. Et il y a un vrai rôle pédagogique, je pense, à faire de la part des acteurs du vin pour justement éduquer en fait cette nouvelle tranche de consommateurs. Donc là, vous avez parlé surtout du... Oui, pardon. Parce que le vin est quand même un produit assez technique. Oui. Et donc, est-ce que le consommateur français est-il a plus de connaissances que le consommateur étranger ou le consommateur étranger cherche à s'éduquer à propos du vin? Alors oui et non, je pense que le consommateur français fait des choses autour du vin. Il va savoir que Bordeaux est l'une des plus grandes régions, qu'il y a aussi des vins en Pays de Loire, qu'il y a des Bourgognes, etc. Je pense que les lacunes au niveau des nouveaux consommateurs français se fait au niveau de la dégustation. À l'inverse, les consommateurs internationaux n'ont pas forcément, comment on pourrait dire, un pays dont le vin est une matière première d'exportation ou de commerce. Par exemple, en Angleterre, il n'y aura pas de vin. Par contre, je pense que les Anglais qui vont consommer du vin, s'ils sont un minimum intéressés pour justement pouvoir l'apprécier. Et en ce sens, il me semble que du coup, les consommateurs étrangers qui font la démarche d'acheter du vin et de s'y intéresser, s'y connaissent peut-être un petit peu mieux. Contrairement aux Français qui, du coup, vont avoir tendance à acheter du vin un petit peu comme ça, sans forcément comprendre ce qu'ils goûtent. Oui. Alors, je vais... donc, là, pour vous, c'est qu'ils sont pas encore bien informés. C'est pas que par des canaux assez, on va dire, assez spécialisés, comme la presse spécialisée dans le vin ou après l'onotourisme. Faut quand même avoir un intérêt pour le vin pour justement être un peu plus informé. Oui, exactement. Et c'est un des problèmes justement de cette nouvelle cible relativement jeune qui va plutôt avoir tendance à se tourner vers des alcools simples comme la bière ou les spiritueux parce que les campagnes de communication les visent beaucoup plus finalement, sont beaucoup plus ludiques, créatives, alors que encore une fois l'image du vin et surtout du vin bordelais est assez vieillissante. Et je pense que les gens ont besoin d'être éduqués à la consommation de ces vins pour se sentir un petit peu concernés, quoi. Il y a un vrai rôle pédagogique à avoir de la part des grands vignobles bordelais, je pense. Alors, actuellement, le consommateur, comme on vient de dire, est devenu hyper connecté. Il est plus du tout, il recherche plus la passivité, il est dans l'échange avec les marques, il est devenu un conso-acteur. Et souvent, il va devenir critique. Est-ce que ça peut être une opportunité pour les vins bordelais ou une contrainte? Je pense que c'est un petit peu le problème qu'ont rencontré les marques de luxe il y a 15 ans. Il y a 15 ans, les marques de luxe, c'était des marques qui
prenaient pas la parole, Oui. très peu, et qui ont eu peur au début de se mettre sur le digital parce que